Deux invités, au téléphone Dominique Bourg, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et co-auteur d'un petit livre Retour sur Terre, 35 propositions, où vous critiquez, je cite, nos lubies productivistes et consuméristes. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour. Merci d'être avec nous, et puis avec nous également, mais en studio, Isabelle Chevalet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère nationale Vert libérale vaudoise et présidente accessoirement de Suisse EOL. Alors, vert et libéral, pour vous, c'est possible, hein, ça veut dire l'équation est possible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on vous a invité. Isabelle Chevalet, votre postulat pour moins de gaspillage chez les particuliers vise à limiter l'impact de notre consommation sur l'environnement. Vous croyez plus aux petits gestes qu'aux stratégies politiques majeures pour lutter contre le dérèglement climatique ? En fait, j'ai fait un postulat qui demande un plan d'action contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire représente 40% de notre nourriture. On sait que la nourriture, c'est un impact de 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, quand on imagine qu'on gaspille 40%, c'est quand même à pleurer parce que finalement, c'est de la nourriture qui est produite et qui est jetée. On pourrait dire que 40% des paysans pourraient rester au lit parce que finalement, ils produisent de la nourriture qu'on va jeter. C'est absurde. Et dans ces gaspillages-là, il y a le 40%, je me suis dit, c'est le même chiffre, mais c'est pas la même chose, mais moins de la moitié, un peu moins de la moitié, c'est vous et moi. C'est ce qu'on jette, c'est les datas. On va faire les courses quand on a faim et on achète trop et on n'a pas calculé qu'en fait on ne sera pas là toute la semaine et que zut, j'en ai plein le frigo et qu'est-ce que je vais faire avec ça, etc., etc. Mais ce plan d'action que vous demandez, alors il est contraignant, c'est quelque chose de politique ou bien vous demandez un plan d'action qui appelle à la responsabilité individuelle de chacun ? Un plan d'action, c'est un plan global. Ce que je veux dire, c'est que la majeure partie des gaspillages, c'est vous et moi. Moi, je peux pas mettre un policier derrière vous pour être sûr que vous mangez votre yaourt au bon data ou que même s'il a 24 heures de plus, vous pouvez quand même le manger. Par contre, il y a aussi des choses à faire au niveau des paysans, il y a des choses à faire au niveau des supermarchés, il y a des choses à faire toute la chaîne en fait de l'alimentation et un plan d'action vise à regarder qu'est-ce qui doit être fait du point de vue de l'individu et qu'est-ce qui peut être fait du point de vue de l'État. Dominique Bourg, on va faire avec vous, non pas un pas de côté, mais peut-être mettre les pieds dans le plat. Les petits gestes de chacun, selon vous, ne vont pas sauver la planète. Vous l'écrivez dans votre livre, la dégradation, je vous cite, la dégradation du climat est un phénomène global sans relation directe avec les efforts localement consentis. Donc, nos petits gestes sont inutiles, vraiment ? Ah non, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont inutiles, il s'agit de dire qu'ils sont insuffisants. En revanche, si vous voulez, ils pointent le bon domaine. En fait, ce qui détruit, c'est les flux de matière et les flux d'énergie. Après, vous avez aussi des problèmes avec la démographie, vis-à-vis de la biodiversité. Mais nos flux de matière et nos flux d'énergie, ils sont directement liés à nos consommations finales, auxquelles vous ajoutez des consommations attachées aux infrastructures collectives. Un bureau d'études comme Carbone 4 en France avait calculé qu'avec les petits gestes, on pourrait faire au mieux 25%. Mais il ne s'agit pas de les rejeter, les petits gestes, parce qu'en fait, ils pointent le bon sujet. Les petits gestes, ils pointent nos consommations. Alors voilà, donc moi je ne les rejette absolument pas. Je viens d'entendre le plan d'Isabelle, c'est très bien. Si j'étais parlementaire, je le voterais. J'ai aucun problème avec ça. Mais tout ça, c'est pas en fait la difficulté, si vous voulez. C'est rappelé simplement avec la proportion que vous avez donnée tout à l'heure entre les 60 000 unités de charge écologique où nous en sommes en Suisse et le fait qu'il faudrait redescendre à 20 000 et rapidement. Si vous regardez ce que nous disait le GIEC en 2018 vis-à-vis des 1,5 degrés, alors on se marre que les 1,5 degrés, on est à 1,2 et en potentiel, on a déjà dépassé les 1,5. Donc, mais peu importe, si vous voulez, l'effort qu'il conviendrait de faire, il doit être très rapide. Et vous avez des propositions. Non, mais attendez, oui. Ça c'est très important. Ce qu'on a déjà émis nous amène à plus 2 degrés par rapport à la fin du 19e siècle en 2040. Si vous voulez, quand on injecte dans l'atmosphère des molécules de gaz à effet de serre, elles ne produisent dans l'immédiat qu'un tiers de leur pouvoir de réchauffement. Ce qui fait qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a déjà décidé qu'on serait à plus 2 degrés en 2040. Et donc, vous avez une proposition qui serait d'instaurer des quotas énergie. Par exemple, disons qu'on a droit à 20 000 par jour. Par exemple, si on prenait par an, on aurait droit à un voyage en avion, plus 50 repas à base de viande, plus l'achat d'un ordi, ou alors le renouvellement d'une garde-robe, plus des fruits exotiques pour 3 kilos, et l'utilisation d'une voiture quotidienne. C'est de l'écologie planifiée, Dominique Bourg. Non, ça c'est... évidemment, si vous ne planifiez pas, comment voulez-vous atteindre votre objectif des 20 000 ? Ça n'a pas de sens. En fait, non, les quotas, ils ne sont pas qu'énergie. Dans un premier temps, on peut vraiment les caler sur l'énergie parce que je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, c'est 81% de l'énergie primaire qui est d'origine fossile, donc qui est carbonée, si vous voulez. Donc, par facilité, on peut faire ça. Mais par exemple, les unités de charge écologiques là, qui sont proposées, c'est déjà plus intéressant, c'est déjà plus large. Ça couvre ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Non, l'idée, si vous voulez, de ces quotas, c'est en fait que vous ayez deux monnaies.
Vous avez une monnaie pécuniaire. Et puis justement, vous avez une espèce de monnaie en UCE. Et en UCE, écoutez, n'importe quel individu ne peut pas dépasser, ne peut pas à lui tout seul ruiner pour lui-même et pour les autres l'habitabilité de la planète. Donc en fait, il y a un maximum, puis ce maximum, évidemment, on le commence là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire à 60 000, et puis on le descend. On le descend progressivement. Mais du coup, chaque fois que vous faites un achat, vous savez ce que vous coûtez à la planète. En fait, c'est un instrument de responsabilité individuelle dans ces achats, alors qu'aujourd'hui, quand vous allez à la Migros ou à la Coop, vous ne savez pas du tout l'impact que vous avez. Ou alors, il faut avoir avec vous l'étude de l'OFEV et lire chaque fois pour chaque produit. Isabelle Chevalet, instaurer des quotas d'UCE, donc instaurer cette deuxième monnaie, ça vous inspire en tant que politique ? Ça m'inspire d'autant plus que ça fait depuis 2007 qu'on en parle avec Écologie libérale. C'est très libéral parce que finalement, on dit aux gens, faites vos choix. Moi, je suis pas là pour dire aux gens s'ils doivent manger de la viande ou pas, ou quel modèle de voiture. On dit aux gens, vous pouvez pas être mauvais partout. Si vous vous octroyez de la viande, alors s'il vous plaît, faites un effort dans un autre domaine. Mais pour pouvoir faire ça, il faut disposer de la bonne information. Et on s'était battu depuis 2007, je vous dis, pour instaurer une étiquette CO2 sur les fruits et légumes. Parce que finalement, quand vous êtes devant votre achalandage, c'est difficile, si vous n'êtes pas ingénieur conseil, de savoir comment faire le bon choix. Et là, on avait fait un petit calcul entre les tomates suisses de saison, les tomates du Maroc en pleine terre et les tomates de Hollande sous serre. Et vous vous dites, évidemment, alors ça, soyons clairs tout de suite, il faut consommer suisse et de saison pour être le plus écolo possible. Mais entre le Maroc, qui est loin, et la Hollande, qui est proche, mais qui est sous serre, finalement, c'est le Maroc qui est moins polluant. Et là, franchement, sans une bonne information, c'est pas possible de pouvoir faire les bons choix. Ouais, mais là, vous parlez d'information. Si j'ai bien compris ce que proposait Dominique Bourg, c'est d'avoir un porte-monnaie du CE. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas dépenser plus que ce que nous permet la planète. Mais bien sûr, mais lorsque vous avez un porte-monnaie, vous devez connaître le prix. Et le prix pour faire les bons choix. Donc, quand je vais dans un supermarché, pour pas en mentionner un, finalement, j'ai besoin de savoir comment consommer. Et là, par exemple, déjà en 2007, les supermarchés Leclerc sont en France, donc je peux le dire. On voyait que sur leur ticket de caisse, c'était marqué le total de kilos de CO2 pour lequel votre caddie contenait. Et à ce moment-là, vous pouvez faire le bon choix, et on devient un consomme-acteur. Politiquement, est-ce qu'on pourrait pas non plus encourager certains gestes, par exemple rendre les abonnements CFF moins chers, voire la gratuité des transports publics, ou encourager le télétravail? Alors, je suis très opposée à la gratuité des transports publics parce que chaque transport a un impact, y compris en transport public. Donc, c'est un coût et on doit le payer. Donc, pour moi, ça, c'est très clair. Maintenant, le télétravail, c'est une évidence. Ça fait aussi des années que je me bats pour ce système. La chance du coronavirus, on va le prendre comme ça, c'est que ça a boosté le télétravail, ça a montré que c'est possible de le faire, que c'est confortable et que finalement, on peut peut-être s'éviter beaucoup d'énergie perdue dans les transports publics aux heures de pointe pour pouvoir faire à la maison. Et puis quand on dit, par exemple, juste encore un élément, quand on voit qu'on veut faire 3 pistes autoroutières entre Lausanne et Genève parce qu'il y a des pics, il y a des bouchons, on va quand même pas construire 3 pistes autoroutières alors qu'il y a des bouchons 1 heure le matin et 1 heure le soir. Il faut étaler ces transports pour pouvoir diminuer la charge environnementale. Dominique Bourg, une réaction? Oui, je vais revenir sur la question, si vous voulez, des transports gratuits, en donnant un exemple. Il y a plusieurs exemples au monde. C'est la ville de Dunkerque. Alors bon, la ville de Dunkerque, c'est pas la Suisse. Je peux vous dire qu'en termes de revenus moyens, on est très loin. Mais on a constaté, alors déjà, première chose, en fait, si vous voulez, c'est que 30% du coût général des transports publics qui était pris en charge par les tickets et les abonnements. Première information. Deuxième information, depuis que ça a été fait, effectivement, le type de population qui fréquente les transports publics a changé. Il y a moins d'incivilité. Il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à une seconde voiture. Donc, soyons très attentifs. Les principes, c'est très important, mais regardons aussi empiriquement ce que ça peut donner dans telle ou telle situation. Peut-être que c'est pas quelque chose qu'on peut faire partout, mais en tout cas, c'est intéressant et regardons quand il y a de bonnes décisions qui ont été prises, attendons quelques temps, mesurons-les et puis voyons effectivement si on peut les étendre. Juste ce qu'on a observé aussi, c'est que où il y a les transports publics gratuits, c'est que les piétons passaient dans les transports publics. Donc il y a aussi des effets pervers. Oui, il y a toujours des effets pervers, quelle que soit la mesure qu'on va prendre, il y a des effets pervers. Le problème, c'est quelle est la mesure des effets pervers par rapport aux effets positifs. Dominique Bourg, notre calcul montre aussi qu'il faut réviser nos habitudes alimentaires. C'est donc tout naturellement qu'on va s'orienter vers les paysans. Certains gagnent leur vie avec le bétail, on leur propose une conversion, et si oui, comment on les accompagne? Quelle idée vous avez? Non mais attendez, le problème alors franchement, je suis vent debout contre la suppression
de l'élevage. Sur un plan écologique, c'est une absurdité. Vous voyez, là, je suis dans les Cévennes, dans une ferme permacole. Eh bien, en fait, vous avez les Cévennes, c'est une terre assez pauvre. On peut pourtant y avoir un rendement fou en permaculture, tout simplement parce qu'on va amender le sol avec un mélange avec des litières de brebis qui sont faits en bois réal fragmenté, avec un peu de paille, et c'est génial et ça marche à fond. Si vous n'avez pas ça, vous devrez recourir à des engrais artificiels. Le problème, c'est qu'il faut penser ça de façon systémique. C'est pas de supprimer la viande. Elisabeth l'a dit tout à l'heure. On fait ses choix. Il faut qu'on consomme tous moins de viande. Ça, c'est un impératif. Ce qu'on a consommé les dernières années, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de correspondant dans l'histoire et c'est d'ailleurs pas très bon pour notre santé. Mais arrêtons les raisonnements simplistes. Il faut qu'on consomme beaucoup moins. Et alors là, effectivement, le raisonnement pervers, on va consommer de la viande en Suisse et on va faire des fermes complètement folles. Je vous rappelle qu'en Arabie Saoudite, vous avez une ferme avec 40 000 vaches. C'est-à-dire c'est une ville de vaches. C'est complètement dingue. Donc évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais il faudrait pouvoir remultiplier les petits élevages. Et là, ils ont un coût qui est très faible. Je reprends la ferme dans laquelle je suis. Les brebis, dans l'année, ne paccagent jamais au même endroit. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, leur impact sur la biodiversité est beaucoup plus faible. Et puis, en même temps, eh bien, c'est une façon de lutter contre les parasites parce qu'il y a des parasites lorsque le troupeau reste toute l'année au même endroit. Donc voilà, il faut raisonner de façon systémique. Donc aider les petites exploitations, si je vous suis bien, Dominique Bourg. Ah bah évidemment. Si vous voulez, le plus écolo possible, ce sont des petites exploitations. Ce qu'on a essayé de faire avec l'agriculture, avec ce qu'on a appelé la révolution verte dans les années 50, c'est s'émanciper totalement des facteurs naturels. On a commencé évidemment avec le procédé Fischer 3 pour si vous voulez, les engrais de synthèse, le fait de capter et transformer soi-même, les humains, si vous voulez, l'azote en le piquant dans l'air. Et tout le reste, on s'est abstrait des sols, on s'est abstrait de la microfaune, on a détruit si vous voulez, le microbiote des plantes, etc. Quand vous prenez un plant traditionnel vendu, vous n'avez plus ce qu'on appelle les endophytes. Quand vous prenez une vieille variété, vous retrouvez les endophytes, c'est-à-dire le microbiote propre à la plante. Donc on a fait n'importe quoi. Et on arrive à une situation gravissime. Vous imaginez bien que si on est arrivé à une situation gravissime, c'est parce qu'on a accumulé un certain nombre d'erreurs. Déjà, avec un raisonnement idiot, on a appliqué la raison des Lumières, si vous voulez, à l'agriculture. Partout, pareil, l'universel, la même chose. Ben non, l'agriculture, ça va dépendre de plein de choses, à commencer par la géographie. Donc voilà, il faut qu'on raisonne autrement. Alors, la difficulté face à laquelle on est confronté, c'est qu'on devrait aller très vite. Si on ne veut pas exploser, si vous voulez, le plus de degrés qu'on va connaître en 2040, eh bien, il faudrait, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, il faudrait, dans la décennie qui va s'ouvrir, qu'on réduise à l'échelle mondiale de 58% nos émissions de gaz à effet de serre pour revenir à ce référentiel. Vous imaginez bien que c'est gigantesque. Donc il y a urgence, et alors peut-être que ça parle à la politicienne que vous êtes, Isabelle Chevalet, cette proposition justement d'accompagner, de coacher finalement le monde paysan pour encourager déjà les petites exploitations, mais aussi peut-être organiser une reconversion finalement. Est-ce que cette transition, elle peut être accompagnée politiquement, et comment ? D'abord, je pense qu'il faut vivre avec des réalités. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui veulent faire de la paysannerie. On perd une quantité de paysans incroyable par année. Donc, déjà ça. Il faut arrêter de parler du mythe de la petite exploitation parce que finalement, il y a des regroupements de paysans et puis c'est pas un problème qu'un paysan reprenne le champ du voisin pour améliorer ses revenus. Je pense qu'il faut pas non plus avoir le mythe du petit exploitant à la montagne qui finalement tire le diable par la queue. Oui, mais même les grandes exploitations pourraient fonctionner comme des petites. C'est-à-dire, justement, on parlait de package, de changer de package. C'est quelque chose qui peut se faire. Mais bien sûr. Et puis l'agriculture est en train de prendre ce virage-là. Ce qu'il faut, c'est pas. Moi, je dis toujours, il faut sortir du glyphosate. On sort du nucléaire. On peut pas arrêter les centrales du jour au lendemain. Et mon Dieu, ce que j'aimerais le faire, mais je suis une pragmatique. Et c'est la même chose avec le monde paysan. Il faut les accompagner vers ces transitions-là. Et aujourd'hui, le monde paysan l'a bien compris, puisque c'est les premiers impactés par les pesticides qu'ils utilisent. C'est leur propre famille qui sont touchés. Et donc là, il faut faire un petit peu preuve de pragmatisme et les accompagner. Oui, alors là, je voudrais marquer mon désaccord partiel. Non, c'est très simple. La situation d'un pays à l'autre est très différente. Si je prends un pays, en Suisse, c'est très difficile de devenir paysan. En France, c'est beaucoup plus facile. Écoutez-moi bien, la moitié des installations aujourd'hui, c'est des gens très diplômés, dont ni les parents ni les grands-parents n'étaient agriculteurs. Et en fait, contrairement à ce que dit Isabelle, il y a un mouvement et de gens très bien formés. Par exemple, là, la ferme dans laquelle je suis, le berger a
est diplômé de l'école des statistiques en France, c'était la meilleure école mathématique, un doctorat en philo économique, et aujourd'hui il est berger. Alors je ne dis pas que tout le monde va devenir comme ça, mais on a un mouvement qui est assez intéressant, et en fait ce qui est aussi très important écologiquement, c'est la taille, c'est la mesure, c'est la proportion. Et il faut bien voir que le monde de demain, c'est pas le monde d'aujourd'hui. C'est un monde avec beaucoup moins d'énergie, et ça pourrait aller très vite. Je vous rappelle simplement le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'à partir de 2025, c'est pas moi, qui nous dit qu'à partir de 2025, on va être confronté à un resserrement de l'offre. Et je vous assure qu'il va être plus sévère que prévu, parce qu'avec le Covid, tous les investissements ont cessé. Alors, je veux faire un rapide rappel sur les propositions de la Suisse à l'échéance 2050, la neutralité carbone. Comment on met ça en place, Isabelle Chevalet ? C'est une montagne de mesures. Il n'y a pas une solution à un problème, il y a de multiples solutions, et c'est bien pour ça que chacun d'entre nous, nous pouvons et nous devons y participer. Et j'aimerais quand même dire une chose, c'est qu'il faut arrêter de dire qu'on ne fait rien, et il faut pas décourager les gens. Moi, j'ai regardé le nombre de terres qu'on utilise, il y a toujours cette espèce d'indicateurs. Eh bien, dans 2016, on parle de 2,85 terres, et finalement, le maximum qu'on a eu, c'est en 2007 avec 3,4 terres. Donc aujourd'hui, on a baissé, et puis on a baissé au niveau de 1973. C'est-à-dire que finalement, on voit que nos efforts dans l'isolation des maisons, dans les énergies renouvelables, dans l'efficience de tout ce qu'on fait, ça fonctionne. Il faut que les gens comprennent qu'on est sur le bon chemin. On doit un peu accélérer, c'est vrai, mais il faut arrêter de décourager les gens. Ce sont les chiffres de Moi, je dis, oui, c'est des chiffres corrects, mais j'entends le chemin, il est juste. Moi, je dis merci à tous ces gens qui font quelque chose tous les jours. Eh bien, on va en rester là. Merci à tous les deux, Isabelle Chevalet, Dominique Bourg, d'avoir pris le temps de vous pencher sur nos calculs d'unité de charge écologique, sur les stratégies aussi pour relever ce défi d'économie des ressources de la planète. Isabelle Chevalet, je rappelle que vous êtes conseillère nationale Verts libérale vaudoise et présidente de Suisse EOL. Et Dominique Bourg, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et co-auteur d'un petit livre qui s'intitule Retour sur Terre, 35 propositions. C'est paru aux éditions, aux presses universitaires de France. On vous souhaite une excellente journée à tous les deux. Bonne journée. Merci.